Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je poursuis la lecture de Marie-Antoinette de Stéphane Zweig. Alors, qui était Marie-Antoinette? Faite l'année de ses 15 ans et par raison d'État reine de France, une débauchée futile piégée dans l'affaire du collier, la pire ennemie de la Révolution, une sainte pour la Restauration, Marie-Antoinette rétablit la courbe d'un destin obscurci par la passion ou la honte posthume. Stéphane Zweig analyse la chimie d'une âme qui, sous le poids du malheur et de l'histoire, se révèle à elle-même et se rachète, passant de l'ombre de la jouissance à la lumière de la souffrance. Par la main de ce grand écrivain autrichien, nous suivons une reine de la chambre de son nonchalant mari, Louis XVI, jusqu'au lit de la guillotine. Je poursuis donc cette lecture. J'en étais à la fin du premier chapitre, je vais donc commencer le deuxième. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Chapitre 2, Secret d'alcôve. Rien. Tel est le mot. Au double sens très fâcheux, que le jeune époux écrit le lendemain dans son journal. Ni les cérémonies de la cour, ni la bénédiction épiscopale n'ont eu de pouvoir sur un pénible défaut organique dont est affligé le dauphin. Matrimonium non consummatum. Le mariage n'a pas été consommé. Il ne le sera pas davantage demain, ni au cours des premières années. Marie-Antoinette a trouvé un nonchalant mari. Et l'on croit au début que seule la timidité, l'inexpérience ou une nature tardive rendent impuissant le jeune homme de 16 ans en face de cette ravissante jeune fille. Surtout, ne hâtons rien. Et n'inquiétons pas l'adolescent, arrêté par un obstacle mental, inhibé, dirions-nous aujourd'hui. Pense la mère expérimentée qui prie Antoinette de ne pas prendre au tragique la déception conjugale. Point d'humeur là-dessus, écrit-elle en mai 1771, et recommande à sa fille « caresse, cajolie », mais d'autre part, sans rien exagérer, car trop d'empressement gâterait le tout. Mais cette situation se prolonge 1 an, 2 ans, et l'impératrice commence à être inquiète de cette conduite si étrange du jeune époux. Impossible de douter de sa bonne volonté, car de mois en mois, le dauphin se montre de plus en plus tendre envers sa charmante épouse, et il renouvelle sans cesse ses visites nocturnes, ses tentatives infructueuses. Mais quelques maudits charmes, quelques troubles fatal et mystérieux empêchent l'ultime et décisive caresse. L'ignorante Antoinette croit que ce n'est que maladresse et jeunesse. La pauvre enfant, dans son inexpérience, conteste même les mauvais bruits qui courent dans le pays sur l'incapacité de son mari. La mère, alors, intervient. Elle fait venir le médecin de la cour, Van Swieten, et le consulte au sujet de la froideur extraordinaire du dauphin. Il hausse les épaules. Si une jeune fille aussi délicieuse ne réussit pas à exciter le dauphin, tout remède médical restera sans effet. Marie-Thérèse envoie à Paris lettre sur lettre. Finalement, Louis XV, qui a une longue expérience et n'est que trop expert en ce domaine, interroge sérieusement son petit-fils. Lassonne, le médecin de la cour, est mis au courant. Le triste héros de cette aventure amoureuse est examiné, et il se trouve que l'impuissance du dauphin est déterminée non point par des causes morales, mais par un défaut organique insignifiant. Les uns disent que le frein comprime tellement le prépuce qu'il ne se relâche plus au moment de l'introduction et lui cause une douleur vive qui oblige Sa Majesté à modérer l'impulsion nécessaire pour l'accomplissement de l'acte. D'autres supposent que le dit prépuce est si adhérent qu'il ne peut se relâcher assez pour permettre la sortie de l'extrémité pénienne, ce qui empêche l'érection complète de se produire. Rapport secret de l'ambassadeur d'Espagne. Les consultations se succèdent, il s'agit de savoir si le bistouri du chirurgien doit intervenir pour lui rendre la voix, comme on chuchote cyniquement dans les antichambres.
De son côté, Marie-Antoinette, éclairée entre-temps par ses amis expérimentés, fait tout son possible pour décider son époux au traitement chirurgical. Je travaille à le déterminer à la petite opération dont on a déjà parlé et que je crois nécessaire, écrit-elle en 1775 à sa mère. Cependant, Louis XVI, le dauphin devenu roi, mais au bout de 5 ans, pas encore époux, fidèle à son caractère hésitant, ne peut se décider à un acte énergique. Il recule et temporise, tente et retente, et cette situation horrible, répugnante, ridicule, ces éternels essais et ces éternels échecs, durent encore 2 ans. À l'humiliation de Marie-Antoinette, à la risée de toute la cour, à la rage de Marie-Thérèse, à la honte de Louis XVI, cette année épouvantable s'écoule donc. Jusqu'à ce que finalement, l'empereur Joseph se rende en personne à Paris pour persuader son peu courageux beau-frère de la nécessité de l'opération. Non seulement ce triste César de l'amour réussit à franchir heureusement le Rubicon, mais le domaine psychique qu'il conquiert, enfin, est déjà dévasté par ces 7 années de lutte ridicule, par toutes ces nuits pendant lesquelles Marie-Antoinette a enduré comme femme et comme épouse la suprême mortification de son sexe. N'eût-on pu éviter, se demandera peut-être mainte âme sensible, de toucher à ce mystère délicat et sacré? N'eût-il point suffi de voiler jusqu'à la rendre obscure la défaillance royale? N'eût-on pas mieux fait de glisser discrètement sur cette tragédie en parlant au besoin à mots couverts du bonheur absent de la maternité? Tous ces détails intimes sont-ils vraiment indispensables à une étude de caractère? Ils le sont très certainement, car toutes les tensions, dépendances, sujétions et hostilités qui naissent peu à peu entre le roi et la reine d'une part, les candidats au trône et la cour d'autre part, et qui se répercutent bien loin dans l'histoire universelle, demeurent incompréhensibles si l'on ne s'attaque pas franchement à leur véritable origine. Plus nombreux qu'on ne veut généralement l'admettre sont les faits historiques qui ont leur point de départ dans l'alcôve sous le baldaquin des couches royales, mais il y a peu de cas où la relation logique entre la cause privée et les faits politiques et historiques soit aussi nette que dans cette tragicomédie intime. Et toute étude psychologique qui relèguerait dans l'ombre d'un événement que Marie-Antoinette elle-même a qualifié d'article essentiel, de ses soucis et de ses espoirs, manquerait d'honnêteté. Autre chose encore. Dévoile-t-on véritablement un mystère quand on parle sincèrement de la longue impuissance conjugale de Louis XVI? Certes non. Seul le XIXe siècle, avec son moralisme et sa pruderie maladive, a fait un noli me tangere de tout entretien libre sur les choses physiologiques. Mais au XVIIIe siècle, comme au siècle précédent, l'impuissance ou l'aptitude conjugale d'un roi, la fécondité ou la stérilité d'une reine étaient considérées non comme affaire privée, mais comme affaire politique et d'État, parce qu'elle décidait de la succession au trône et par conséquent du destin de tout le pays. Le lit faisait aussi ouvertement partie de l'existence humaine que les fonts baptismaux ou le cercueil. Dans la correspondance de Marie-Thérèse et de Marie-Antoinette, qui passait en tout cas par les mains de l'archiviste d'État et du copiste, une impératrice d'Autriche et une reine de France parlent en toute liberté de tous les détails et malheurs de cette singulière vie conjugale. Marie-Thérèse décrit à sa fille, avec éloquence, les avantages du lit commun et lui donne de petits conseils féminins pour profiter habilement de toute occasion en vue de l'acte charnel. La fille, à son tour, annonce à sa mère la venue ou le retard de ses menstrues, les échecs de l'époux, les un petit mieux et enfin, triomphalement, sa grossesse. Il arrive même une fois que le compositeur d'Iphigénie, Gluck, partant plus tôt que le courrier, est chargé de la transmission de nouvelles de ce genre. Au XVIIIe siècle, on voit encore les choses naturelles d'un point de vue
tout naturel. Mais si encore la mère était seule à connaître cette défaite secrète, en réalité, toutes les femmes de chambre en parlent. Toutes les dames d'honneur, les gentilshommes et les officiers, les domestiques et les blanchisseuses de la cour de Versailles le savent, et même, à sa propre table, le roi doit subir plus d'une rue de plaisanterie. En outre, comme la descendance d'un Bourbon constitue, quant à la succession au trône, une affaire de haute politique, toutes les cours étrangères s'en occupent de la façon la plus sérieuse. Dans les rapports, les ambassadeurs de Saxe, de Sardaigne, de Prusse, donnent des explications détaillées sur cette question délicate. Le plus zélé d'entre eux, le comte Aranda, ambassadeur d'Espagne, fait même examiner les draps du lit royal par des domestiques, achetés afin d'être le plus exactement possible au courant. Partout, dans toute l'Europe, rois et princes rient et se gaussent en paroles et par lettres de Louis XVI. Non seulement à Versailles, mais dans tout Paris, dans toute la France. L'impuissance du roi est le secret de Polichinelle. On en parle dans la rue, des libelles volent de main en main, et lorsque Maurepas est nommé ministre, ce couplet gaillard circule à l'amusement général. Maurepas était impuissant, le roi l'a rendu puissant. Le ministre reconnaissant dit « Pour vous, sire, ce que je désire, d'en faire autant ». Mais sous un comique apparent se cache une réalité triste et funeste. Sur ces 7 années de défaillance conjugale, ont une influence morale, décisive, sur le caractère du roi et de la reine, et comporte des suites politiques qui resteraient incompréhensibles si l'on ne connaissait pas ces faits. Ici, le destin d'un couple est lié au destin du monde. Si l'on ignorait ce vice intime, on ne comprendrait pas, avant tout, l'attitude morale de Louis XVI. Car son habitus reflète, avec une netteté vraiment clinique, tous les indices typiques d'un sentiment d'infériorité né d'une faiblesse physiologique. Il manque à se refouler la force d'agir dans la vie publique parce qu'elle lui fait défaut dans la vie privée. Il ne peut s'affirmer, il est incapable de manifester une volonté quelconque, moins encore de l'imposer. Gauche, timide, secrètement honteux. Il fuit la société de la cour et surtout celle des femmes. Car il sait, brave homme au fond très honnête, que son malheur est connu de tous, et les sourires ironiques et entendus le troublent profondément. Parfois, il se fait violence, essaye de se donner une certaine autorité, une apparence virile. Mais alors il dépasse le but, devient brusque, grossier et brutal. Fuite typique dans un geste de violence factice dont personne n'est dupe. Jamais il ne réussit à se montrer libre, naturel, sûr de lui, ni surtout majestueux. Incapable de virilité dans le privé, il lui est impossible en public de se comporter en roi. Le fait que ses goûts personnels sont pourtant des plus mâles, la chasse et le travail physique, il s'est installé une forge et, aujourd'hui encore, on en peut voir le tour. N'est nullement en opposition avec ce tableau clinique. Au contraire, il ne fait que le confirmer. Qui ne se sent pas un homme, en effet, aime inconsciemment à le paraître. Et qui sait sa faiblesse intime, fait volontiers étalage de force. Lorsque pendant des heures sur son cheval écumant, il poursuit le sanglier et galope à travers les bois, lorsqu'il épuise ses muscles sur l'enclume. Le sentiment d'une vigueur purement physique compense heureusement celui de sa faiblesse cachée. Un mauvais serviteur de Vénus est heureux de se donner des airs de Vulcain. Mais dès que Louis revêt l'uniforme de gala et paraît au milieu des courtisans, il se rend compte que cette force-là toute musculaire n'est pas la véritable, et le voilà immédiatement gêné. On le voit rarement rire, rarement satisfait, et vraiment heureux. C'est dans ses rapports moraux avec sa femme que se manifeste le plus gravement, au point de vue psychologique, ce sentiment secret de sa faiblesse. La conduite de Marie-Antoinette, sur beaucoup de points, répugne à son goût personnel. Il n'aime point la société qu'elle fréquente.
Le perpétuel tourbillon de ses divertissements bruyants l'irrite ainsi que sa disparition et sa frivolité qui n'ont rien de loyal. Un homme véritable aurait vite remédié à tout cela. Mais lui, comment pourrait-il jouer au Seigneur et Maître devant une femme qui, toutes les nuits, assiste à sa confusion, constate son impuissance, ses échecs? Louis XVI, époux impuissant, est sans doute et sans aucune défense contre sa femme. Et plus cette situation gênante se prolonge, plus il tombe pitoyablement sous sa dépendance, plus il devient son esclave. Elle peut exiger de lui ce qu'elle veut. Il est toujours prêt à racheter, par une faiblesse sans borne, la faute dont il se sent secrètement coupable. Intervenir impérieusement dans la vie de sa femme, empêcher ses folies manifestes, il n'en a pas la force, laquelle au fond n'est que l'expression morale de la puissance physique. Les ministres, l'impératrice mère, la cour entière voient avec désespoir, du fait de cette impuissance tragique, tout le pouvoir passé et s'émietter follement entre les mains d'une jeune évaporée. Mais une fois fixées, les forces d'un ménage, on le sait par expérience, ne varient plus et chaque époux conserve la sienne. Aussi, lorsque Louis XVI deviendra un époux réel, un père de famille, il restera, lui qui devrait être le maître de la France, le serviteur docile de Marie-Antoinette, uniquement parce qu'il ne sut pas être à temps son mari. Non moins fatale est l'influence de la défaillance intime de Louis XVI sur le développement moral de Marie-Antoinette. Suivant la loi des sexes, le même trouble provoque chez la femme et chez l'homme des phénomènes totalement opposés. Quand la vigueur sexuelle d'un homme est soumise à des perturbations, on voit apparaître chez lui une certaine gêne, un manque de confiance en soi. Quand une femme s'abandonne sans résultat, il se produit inévitablement chez elle une agitation, une surexcitation, un déchaînement nerveux. Marie-Antoinette, elle, est une nature tout à fait normale, très féminine, très tendre, destinée à une nombreuse maternité, n'aspirant vraisemblablement qu'à se soumettre à un homme véritable. Mais la fatalité veut que cette femme désireuse et capable d'aimer fasse un mariage anormal, tombe sur un homme qui n'en est pas un. Il est vrai qu'au moment de son union, elle n'a que 15 ans, que le déséquilibre sexuel de son mari ne devrait pas encore peser sur elle, qui oserait soutenir qu'il est contraire à la nature qu'une jeune fille reste vierge jusqu'à sa 22e année. Mais ce qui provoque, dans ce cas particulier, l'ébranlement et la surexcitation dangereuse de ses nerfs, c'est que l'époux qui lui a été imposé par la raison d'État ne lui laisse pas passer ces 7 années dans une chasteté entière. C'est que chaque nuit, ce lourdeau, cet empoté, s'essaye en vain et sans cesse sur son jeune corps. Pendant des années, sa sexualité est ainsi infructueusement excitée, d'une façon humiliante et offensante qui ne l'affranchit point de sa virginité. Il n'est donc pas nécessaire d'être neurologue pour affirmer que son funeste énervement, son éternelle agitation, sa constante insatisfaction, sa course effrénée au plaisir sont les conséquences typiques d'une perpétuelle excitation sexuelle inassouvie. Parce qu'elle n'a jamais été émue et apaisée au plus profond d'elle-même, cette femme, inconquise encore après 7 ans de mariage, a toujours besoin de mouvements et de bruit autour d'elle. Ce qui au début n'était que joyeux enfantillage, est peu à peu devenu une soif de plaisir, nerveuse et maladive, qui scandalise toute la cour et que Marie-Thérèse et tous les amis cherchent en vain à combattre. Alors que chez le roi, une virilité entravée, tout un dérivatif dans le rude travail de forgeron, dans la passion de la chasse et la fatigue musculaire, chez la reine, le sentiment, dirigé sur une voie fausse et sans emploi, se réfugie en de tendres amitiés féminines, en coquetterie avec de jeunes gentilshommes, en amour de la toilette et autres satisfactions insuffisantes pour son tempérament. Des nuits entières, elle fuit le lit conjugal, lieu douloureux de son humiliation.
Et tandis que son triste mari se repose de fatigue, de la chasse, en dormant à point fermé, elle va traîner jusqu'à 4 ou 5 heures du matin, dans les redoutes d'opéra, des salles de jeu, des soupers, en compagnie douteuse, s'excitant au contact de passions étrangères, reine indigne, parce que tombée sur un époux impuissant. Mais certains moments de violente mélancolie révèlent que cette frivolité, au fond, est sans joie, qu'elle n'est que le contre-coup d'une déception intérieure, qu'on pense surtout à ce qu'elle écrit à sa mère, à ce cri du cœur, quand sa parente, la duchesse de Chartres, accouche d'un enfant mort-né. Quoique cela soit terrible, je voudrais pourtant en être là, mettre au monde un enfant, fût-il mort. Sortir de cet état malheureux et indigne, être enfin comme tous les autres, et non plus vierge après 7 ans de mariage, qui ne voit pas un désespoir féminin derrière cette rage de plaisir, ne peut ni expliquer ni concevoir la transformation extraordinaire qui s'opère dès que Marie-Antoinette devient enfin épouse et mère. Aussitôt, ses nerfs se calment. Sensiblement, une autre Marie-Antoinette apparaît, celle de la seconde moitié de sa vie, volontaire, audacieuse, maîtresse d'elle-même. Mais ce changement vient trop tard. Dans le mariage comme dans l'enfance, les premiers événements sont décisifs. Et les années ne peuvent pas réparer la moindre déchirure dans le tissu extrêmement fin et hypersensible de l'âme. Les blessures du sentiment, les plus profondes, les moins visibles, ne connaissent pas de guérison complète. Pourtant tout cela ne serait qu'une tragédie intime, un malheur comme il s'en produit quotidiennement derrière les portes verrouillées et les rideaux d'alcôve. Si dans le cas qui nous occupe, les conséquences funestes d'une impuissance conjugale ne devaient pas franchir de beaucoup le cadre de la vie privée, ici le mari et la femme sont roi et reine. Ils se trouvent inévitablement devant le miroir déformant de l'attention publique. Ce qui, pour d'autres, reste secret, alimente, dans leur cas, la critique et les bavardages. Une cour aussi méchante que celle de Versailles ne se contente pas, bien entendu, de constater la mauvaise fortune avec regret, mais cherche sans cesse à savoir quelle compensation érotique peut s'accorder Marie-Antoinette. Elle voit une charmante femme, consciente de ce qu'elle est, coquette, d'un tempérament débordant, chez qui bout un sang jeune, et elle sait sur quel lamentable bonnet de nuit cette amante divine est tombée. Désormais, une seule chose intéresse cette bande d'oisifs et de bavards. Avec qui trompe-t-elle son mari ? Justement parce qu'il n'y a rien à dire de précis, l'honneur de la reine est l'objet de commérages frivoles. Une promenade à cheval avec un Lauzun ou un Coigny suffit pour qu'on fasse de celui-ci ou de celui-là son amant. Une sortie matinale dans le parc avec des dames d'honneur et des gentilshommes fait parler d'orgies inouïes. La cour entière s'occupe continuellement de la vie amoureuse de la reine déçue. Les cancans deviennent des chansons, des pamphlets, des vers pornographiques. Ce sont d'abord les dames qui, derrière leur éventail, se passent ces couplets érotiques, puis ils s'envolent au dehors avec insolence, sont imprimés et répandus dans le peuple. Lorsque la propagande révolutionnaire débutera, les journalistes jacobins n'auront pas à chercher longtemps les arguments qui leur permettront de dépeindre Marie-Antoinette comme un modèle de débauche, comme une criminelle éhontée. Le procureur général n'aura qu'à puiser dans cette boîte de Pandore des calomnies galantes pour pousser la petite tête sous la guillotine. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.